Savez-vous comment interpréter le langage corporel? Aimeriez-vous enfin gérer vos pensées négatives et vous libérer de ce qui vous empêche vraiment de réussir? Voudriez-vous booster votre motivation? Bienvenue dans mon univers de neurocoach. Mon nom est Annabelle Boyer. Je vous propose des capsules sur les neurosciences, l'hypnose, l'analyse de la communication non verbale, la PNL et bien plus encore afin de développer le plein potentiel de votre cerveau. Bonne écoute! Ah, est-ce que le cerveau peut nous jouer des tours des fois? Et c'est pour ça qu'on couvre les secrets du cerveau humain avec Annabelle que je retrouve à l'instant. Bonjour! Bonjour, comment ça va? Ça va très, très bien en ce lundi. Je suis toujours intéressé par tes sujets parce que le cerveau humain est extrêmement puissant et on s'en sert peu, en tout cas à un petit pourcentage. Et puis, on ne se rend pas compte que notre inconscient est programmé d'une certaine façon et qu'on peut s'en défaire et surtout faire de notre inconscient notre allié. En tout cas, toi, c'est la job que tu as de nous conscientiser à ça. Et justement, aujourd'hui, on a un très, très bon sujet pour en faire la preuve. Pourquoi, Annabelle, on développe des pensées négatives récurrentes? On dirait que l'être humain, il est très, très bon pour ça. Il tourne tout au négatif. Oui. Il tourne tout au négatif parce que notre cerveau est configuré de cette façon-là. Parce que on se rappelle qu'évidemment, durant l'enfance, on va être témoin de certaines situations. On peut voir, par exemple, nos parents qui ont une dispute. On peut avoir un professeur qui nous fait un commentaire pas tout à fait approprié ou qui fait un commentaire à quelqu'un dans la classe et on va en être témoin. Il y a des fois aussi où on peut avoir des amis de la classe. Je le mets entre guillemets parce que c'est pas vraiment des amis, on les a pas choisis. Mais on peut avoir des amis dans la classe qui peuvent aussi nous faire des commentaires dénigrants. Et là, quand on est témoin ou que l'on vit un événement négatif comme ça, il va se créer dans notre cerveau un circuit neuronal. Notre cerveau vient de faire une association. Si j'ai tel comportement, il y a telle conséquence et j'entends tel genre de paroles. Donc, il s'est créé un circuit neuronal et dans ce circuit neuronal-là, il va y avoir les pensées que l'on a intérieurement, qu'on ne verbalise pas toujours. Il va y avoir nos émotions et nos sentiments en lien avec cet événement-là. Et il va y avoir nos comportements de protection. Évidemment, nos comportements de protection vont devenir plus tard des comportements saboteurs. Fait que si, par exemple, j'entends mes parents qui ont une dispute, mon comportement de protection peut être d'aller m'isoler dans ma chambre. Mais évidemment, une fois l'âge adulte, si à chaque fois que j'entends des gens qui ont une dispute, j'ai tendance à m'éloigner et à m'isoler, ça devient un comportement saboteur. Et si moi-même, dans mes relations de couple, quand arrive un conflit, j'ai tendance à me taire, à ne rien dire et à m'isoler, c'est devenu un comportement saboteur. Donc, il y a un circuit neuronal qui s'est créé en lien avec mes pensées, mes émotions et mes comportements. Mais ce qui est particulier, c'est que le conflit dont j'ai été témoin ou que j'ai vécu ou le commentaire que j'ai reçu, ben je vais y repenser. Et quand je vais y repenser, mon cerveau, étant donné que c'est associé à une émotion, mon cerveau va le revivre. Je vais revivre la situation juste à l'idée d'y penser. Donc, je vais revivre les mêmes émotions, les mêmes pensées et le même genre de comportement va revenir dans mon cerveau. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que quand je crée un chemin neuronal, c'est comme si j'étais dans une forêt intense et que là, je me traçais un chemin. Fait qu'évidemment, au début, pour reprendre une expression bien québécoise, ça ressemble à une traîne à vache. C'est vraiment un chemin minuscule. Mais si je repasse toujours par le même chemin, ben inévitablement, je vais le consolider, je vais l'élargir. Fait que le chemin, le sentier ténu qui était dans la forêt va se transformer en un beau gros chemin, puis finalement, ça va devenir une rue, puis finalement, ça va devenir un boulevard, puis finalement, ça devient un boulevard à quatre voies, puis finalement, ça devient une autoroute. Parce que je repasse toujours par le même sillon. À chaque fois que je repense à un événement, ou à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, ou à chaque fois que j'écris sur cet événement-là dans un journal intime, par exemple, je repasse par le même circuit neuronal. Donc, je revis la même situation. Et pour le cerveau, tu le sais très bien,
Le cerveau ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. Pour le cerveau, que je le vive réellement ou que je fasse juste y penser ou que je sois juste en train de le raconter à quelqu'un d'autre, pour lui, ce sont des expériences de plus. Donc, un événement que j'ai vécu, si j'y pense tous les jours pendant 6 mois, c'est des centaines d'événements de plus. Si j'en parle à des amis, à un thérapeute, à un proche, si je l'écris dans mon journal intime, si je le recense, mais ce sont plein de fois d'accumulation d'événements. Et pour le cerveau, ce sont des événements différents, reliés, mais différents. Donc, le même événement, mais dans mon cerveau, il peut être enregistré 500 fois, 2000 fois, 25 000 fois, dépendamment du nombre de fois où j'y ai repensé, combien de temps j'y ai repensé. Y repenser 1 minute, c'est une chose. Y repenser pendant 3 heures, évidemment, ça fait beaucoup de fois où on repasse par le même circuit neuronal. Mm-hmm. Et ce que ça fait, c'est que mon circuit neuronal devient consolidé, il devient solide. Donc, il y a beaucoup de connexions de neurones ensemble. Ça fait comme un tapon dans le cerveau. Et le cerveau, il est paresseux. S'il a le choix entre essayer de changer pour un circuit neuronal de la joie ou repasser par le chemin qu'il connaît bien de la négativité, ben, il est paresseux, il va choisir le chemin de la négativité. Et l'autre chose, c'est qu'on s'est rendu compte que, évidemment, quand on était l'homme de Néandertal, bien, évidemment, si je suis en train de cueillir des fruits, puis qu'il y a un bruit derrière moi, si je suis intelligente, ben je peux penser qu'il y a peut-être une menace, il y a peut-être un tigre à dents de sable qui est caché en arrière du buisson, puis qui s'approche. Donc, je suis mieux de lâcher mes fruits, puis d'étaler, puis d'aller me cacher dans ma grotte. Fait que s'il y a bel et bien un tigre, ben j'ai des chances de me sauver si je cours assez vite, puis si je pars à temps. Mm-hmm. S'il n'y a rien, puis que c'est juste du vent, ben c'est pas grave, j'ai juste échappé mes fruits, mais je suis encore en vie. Mm-hmm. Par contre, si j'ai pas bougé, puis que c'est juste du vent, je suis encore en vie. Mais si j'ai pas bougé, puis qu'il y avait un tigre, je suis morte. Mm-hmm. Donc, mon cerveau, il est programmé pour scanner l'environnement et chercher la menace. Et évidemment, le monde a évolué, mais notre cerveau n'a pas évolué à la même vitesse que l'environnement. Fait que mon cerveau cherche encore la menace dans l'environnement, c'est ce qui assure ma survie. Et c'est pour ça qu'on a une tendance à remarquer davantage les éléments négatifs. On rentre dans une salle, il y a quelqu'un qui a un peu trop bu, qui parle un peu plus fort, on va le remarquer. Il y a quelqu'un qui a des propos inappropriés, on va le remarquer. Il y a quelqu'un qui chiale tout le temps, on va le remarquer. On va remarquer toutes les menaces potentielles. Sauf que, évidemment, on a une tendance à y repenser et là, c'est nous-mêmes qui consolidons le circuit neuronal davantage négatif. Et on le fait par instinct. Évidemment, quand on a des pensées négatives comme ça, donc par exemple, si j'ai vu une dispute entre mes parents, que j'y repense, que j'en parle à des gens, puis là, en plus, il y a une autre dispute, fait que je repasse par les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes comportements. Et pendant ce temps-là, évidemment, j'ai des pensées plus négatives. J'ai des émotions plus inconfortables. Donc, une émotion, on se rappelle que c'est une production de neurotransmetteurs et d'hormones. Et là, je vais me mettre à sécréter, à produire du cortisol et de l'adrénaline, qui sont 2 hormones, 2 neurotransmetteurs que l'on retrouve dans un événement de stress. Mais ça, c'est exactement comme si j'étais en train de me donner une injection de cortisol et d'adrénaline. Et quand je revis en pensée l'événement, mais je reproduis encore du cortisol et de l'adrénaline. Fait que c'est exactement comme si je me donnais une deuxième injection. Fait que quand on y repense plusieurs fois, bien, à chaque fois qu'on y repense, notre corps se remet à produire du cortisol et de l'adrénaline. À chaque fois que j'en parle à quelqu'un d'autre, je reproduis du cortisol et de l'adrénaline. Parce que c'est ça qui est associé à l'état émotionnel, au souvenir que j'en ai gardé. Et ça veut dire que il y a pas grand enfant sur la planète qui n'a pas vécu des événements de stress. Quelqu'un qui est intimide dans l'autobus, une bataille dans le cours d'école, un professeur inapte qui aurait dû prendre un congé de maladie plus tôt. Des situations, il y en a plein. Donc, n'importe quel enfant va inévitablement avoir des situations de stress qu'il ne saura pas comment gérer, surtout si les parents ne savent pas eux-mêmes comment gérer ça. Et inévitablement, ben, c'est comme s'il va produire beaucoup de cortisol, beaucoup d'adrénaline. Donc, c'est comme s'il s'était shooté au cortisol et à l'adrénaline à répétition à son insu. Mais ce que ça va faire, c'est que comme je me shoote souvent au cortisol et à l'adrénaline, ben, à un moment donné, mon corps va être habitué
à cette situation-là. Il va être accoutumé. Et c'est pour ça que quand on arrive à l'âge adulte, puis qu'on se dit, là, il faudrait que je relaxe, je vais aller en vacances. Et là, on arrive en vacances, puis ben, on s'emmerde. On a de la misère à ne pas penser au bureau. On a de la misère à ne pas penser à certaines personnes. On a de la misère à ne pas penser à certains dossiers. Pourquoi? Parce que notre corps, lui, il tombe en manque. Il a besoin de sa dose de cortisol et d'adrénaline. On lui a fourni quotidiennement pendant des années. C'est comme une drogue. Quand on arrive en vacances, ben, il a besoin de sa dose. C'est exactement, en effet, comme une drogue. Et on développe ce qu'on appelle une dépendance au drame. On a besoin qu'il arrive quelque chose. C'est pour ça que les téléséries fonctionnent tant que ça. Les séries dramatiques servent justement à nourrir notre esprit de drame parce que notre cerveau en cherche. Il ne sait pas comment être heureux sur une base régulière parce que souvent, le bonheur est plate pour le cerveau. C'est le philosophe, oui, c'est ça. Le philosophe Schopenhauer avait compris que notre cerveau passe de la souffrance à l'ennui et non pas de la souffrance au bonheur. Et ça, on s'en était déjà parlé hors d'onde. Parce qu'on s'est rendu compte que si quelqu'un, par exemple, n'a pas d'emploi et il souffre de ne pas avoir d'emploi, mais quand il va enfin décrocher un emploi, il va être content, mais le contentement ne durera pas. Parce qu'après très peu de temps, il va trouver qu'il y a des tâches qui sont répétitives, il va trouver qu'il y a des collègues qui commencent à y taper sur les nerfs, il va trouver que le patron, finalement, il est pas mal exigeant, il va trouver qu'il va avoir fait le tour du jardin, puis au bout de 3 ans, ben, il va commencer à dire que finalement, sa job est plate, puis que finalement, il aimerait ça être à retraite, puis que finalement, il aimerait ça être en vacances, puis que finalement, il aimerait mieux autre chose. Il tombe dans l'ennui. Quelqu'un qui est célibataire longtemps, ben, espère trouver l'homme ou la femme de ses rêves, et quand il arrive en couple, ben, ça prend en moyenne 3 ans. Au bout de 3 ans, ben finalement, quand l'autre est malade, ça nous tape ses nerfs. Puis quand l'autre a certains propos, ça nous tape ses nerfs. Puis quand il y a certains comportements, ça nous tape ses nerfs. Puis quand il laisse traîner son linge, ça nous tape ses nerfs. Puis sa façon de se brosser les dents nous tape ses nerfs. Puis finalement, il y a plein de choses qui nous dérangent. Et on tombe dans l'ennui. Il n'y a plus la passion du début. Il n'y a plus la flamme, les étincelles, les étoiles dans les yeux. Et on tombe dans l'ennui. Le cerveau a de la difficulté à rester heureux puis à être dans le bonheur parce qu'il ne sait pas comment faire et parce qu'on ne nous l'a pas appris. La meilleure façon d'avoir une emprise sur les gens, c'est de déclencher leurs blessures psychologiques. Si je veux être certaine que quelqu'un m'obéisse, je n'ai qu'à déclencher une émotion négative chez lui à propos de quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que fait Trump. Quand il dit que les Mexicains sont une menace et qu'il faut absolument faire un mur, il vient activer une peur chez certains électeurs qui vont se dépêcher d'aller voter pour lui. C'est une façon de contrôler l'autre. Et inévitable, il a très bien compris que nous sommes addictifs au drame. Et donc, dès qu'on est addictif au drame, dès qu'on est addict, bien comme il faut, mais inévitablement, on a des pensées négatives récurrentes. Et comment on sait si quelqu'un a une addiction au drame? Écoutez les sujets de conversation. Quand on a une addiction au drame, on parle des autres. On parle des gens. On parle de leurs erreurs. On se moque de leurs échecs. On les critique. On les juge. Mais quand on s'est libéré de cette addiction-là au drame, on parle de nos rêves, de nos projets, de nos objectifs. On parle de comment on s'entraîne au bonheur. On parle de comment on s'entraîne physiquement. On parle de comment on va au gym de l'esprit. Nos sujets de conversation ne sont pas les mêmes. Mais là, Annabelle, tu dis que le cerveau est paresseux, qu'il est conditionné à ça, dans le fond, au chemin le plus connu, et il tourne en rond, il fait toujours la même chose.
Mais est-ce que c'est possible de sortir de ça? Ça se peut pas qu'on reste malheureux toute notre vie ou qu'on soit abonné au drame toute notre vie. Parce que quand tu parles, je reconnais plusieurs personnes de mon entourage, mais j'ai de la misère à me reconnaître moi parce que je cherche toujours quelque chose qui va me rendre de bonne humeur, qui va me faire du bien. Mais là, est-ce que je suis un extraterrestre? Oui, ça, je peux te confirmer d'être un extraterrestre, en effet. Ça, c'est facile. Mais c'est parce que je me rappelle rarement de ce qui m'a marqué dans ma vie. Bon, là, j'écoutais les anecdotes, en fait, de ce qu'on peut rencontrer dans nos vies, des mots, des paroles blessantes à l'école, parce que ça se passe quand on est petit, là. Oui. Quand on parle de programmation, je veux dire, on n'est pas avec ça, à moins Non. qu'on traîne quelque chose d'une autre vie, mais là, c'est une autre débat. histoire, là. C'est ça. Donc, on a été programmé à un certain âge dans nos vies, mais si on ne laisse pas ça nous mener, si moi j'ai été, par exemple, intimidé quand j'avais 4 ou 5 ans, puis que j'ai mis ça de côté, est-ce que ça se peut de vivre une vie dans le bonheur et dans la facilité? Ça se peut. Je te dirais qu'à peu près tout le monde a des failles quand même, mais ça se peut. La première des choses, puis là, évidemment, tu ne seras pas surpris, mais il faut faire extrêmement attention à tout ce que l'on ingurge. Le sucre, c'est un puissant générateur de pensées négatives. Ah, OK. Le J'ai sucre, toujours c'est su que le un sucre, c'était poison pas pour le vraiment cerveau. bon. Oui, exactement. C'est un poison pour la santé, pour le cerveau, etc. Pour tout. Pour Fait que tout. le sucre, c'est vraiment parce que c'est un excitateur. Donc, dès qu'on est le moindrement fatigué, ça va aussi exciter le cerveau, mais de façon irritante. Donc, le sucre, c'est un élément majeur. L'alcool, en fait, quand on consomme de l'alcool, ça fait en sorte qu'on a dans notre cerveau un neurotransmetteur qui s'appelle le glutamate. Les gens qui font des migraines en mangeant des mets chinois connaissent très bien ça, parce que dans les mets chinois, on a du glutamate monosodique. On a un ingrédient, un assaisonnement qu'on ajoute qui contient donc du glutamate. Le glutamate, c'est un neurotransmetteur qu'on a dans le cerveau qui sert à donner une certaine énergie, mais qui rend fébrile. Et quand on prend de l'alcool, les récepteurs de glutamate se ferment. Mais le corps, lui, il continue d'en produire. Mais il n'est plus absorbé, donc il reste en suspension. Mais quand l'alcool est digéré, ben là, on a un trop-plein de glutamate. Et c'est pour ça que le lendemain, on est fatigué, on a la gueule de bois, puis on ne veut pas parler à personne et on est irritable. Parce qu'on a trop de glutamate dans le cerveau. Il n'a pas été digéré. Il n'a pas été assimilé. Donc, le glutamate, c'est vraiment quelque chose qui nous rend irritable quand il est en trop grande quantité. Donc, l'alcool va engendrer des pensées négatives. Chez certaines personnes, ça va donner un alcool triste. Hein, il y a des gens qui, quand ils prennent de l'alcool, ils pleurent, puis ils ressassent beaucoup les beaux souvenirs de façon larmoyante. Il y a des gens que l'alcool rend colériques. Et là, tout d'un coup, ils veulent régler le cas de tout le monde. Il y a des gens que l'alcool détend, mais le lendemain matin, ils vont quand même avoir l'irritabilité. Donc, l'alimentation, c'est un élément important. On a le même phénomène avec la marijuana. Les gens pensent que ça détend. Je suis désolée, mais le lendemain, ça va faire l'effet inverse. L'irritabilité va augmenter et la marijuana crée une addiction assez importante, ce qui fait que quand on en prend le lendemain, on est irritable, puis le surlendemain, on est en colère. Donc, ça, ce sont des éléments extrêmement importants à savoir. L'autre chose, si on ne fait pas de sport, bien, le cortisol, il s'accumule dans le corps. Il y a 2 façons d'éliminer le cortisol qui s'accumule dans le corps, l'activité physique et la respiration profonde. Donc, si on ne fait pas des exercices de respiration quotidiennement, plusieurs fois par jour, et si on ne fait pas de sport quotidiennement, bien, le cortisol s'accumule dans le corps. Autre chose, si on s'accroche aux mauvaises nouvelles, si on chiale contre le gouvernement, si on chiale contre la société, dès qu'on chiale comme ça contre des décisions prises par d'autres, on se laisse affecter, on vient avoir à ce moment-là des pensées négatives. C'est pour ça que je te dis, on a tous des failles quelconques, mais il est en effet possible de passer par-dessus ça. Ça n'empêche pas qu'on va avoir des rechutes, mais il y a des exercices à faire pour s'entraîner au bonheur. Par exemple, quand on a des pensées négatives, c'est important, d'en prendre conscience.
on a une pensée de merde et il faudrait l'évacuer du cerveau. Et là, vous allez vous rendre compte d'un phénomène particulier. Il y a des gens, et tout le monde à certains moments, quand on a des pensées négatives, il y a des pensées négatives qui nous réjouissent. Parce que ça nous permet d'avoir l'impression d'une vengeance intérieure. Je ne suis pas capable de répliquer à mon collègue ou à mon patron, mais quand je revois la scène dans ma tête, bien là, j'ai tous les mots que je voudrais lui répondre puis que j'ai pas été capable d'y dire en pleine face. Mais là, dans ma tête, je sais quoi dire, je sais quoi répliquer, puis là, il a l'air fou. Et là, on se réjouit d'une vengeance intérieure qui n'arrivera jamais dans la vraie vie. Et là, on va donc s'accrocher à nos pensées négatives parce qu'on a l'impression qu'elles nous font du bien. J'ai bien dit l'impression. Parce que pendant ce temps-là, on produit encore du cortisol et de l'adrénaline. Et pendant qu'on produit du cortisol et de l'adrénaline, il y a un phénomène particulier qui survient dans le corps. Notre système immunitaire cesse de fonctionner. Oh, et ça, c'est très, très important. Oui. Parce que 5 minutes de colère intense fait en sorte que le corps n'aura pas de système immunitaire pendant 5 heures. Oh, c'est long, ça, là. C'est très long, parce que le corps ne peut pas produire une surdose de cortisol et en même temps une surdose d'anticorps, une surdose de globules blancs, une surdose de plaquettes. Il ne peut pas faire ça. Et il ne peut surtout pas produire de la DHEA. La DHEA, c'est l'hormone de régénération des cellules. C'est la fontaine de jouvence. Et c'est pour ça que les gens qui sont plus négatifs, on a l'impression qu'ils vieillissent plus vite que les autres. Les traits sont vieillissants. Les cheveux deviennent gris plus rapidement parce qu'ils ne produisent pas autant de DHEA. Pourquoi? Parce qu'ils produisent trop de cortisol. Mais souvent, on s'accroche à nos pensées négatives parce que ça nous donne un sentiment de puissance intérieure. Et ça, s'admettre ça à soi-même, j'ai des pensées négatives et je m'y accroche, ça demande une humilité importante. Ouais. Et ça, c'est pas toujours tout le monde qui est prêt à ça. Maintenant, quand on réalise qu'on est en train de s'auto-empoisonner, parce que dépasser 30-35 ans, le cortisol devient un poison pour le corps. Ah oui, carrément. Avant ça, on produit des hormones de croissance jusqu'à peu près l'âge de 30 ans. Avant, on disait 21, là, mais c'est 30 ans. OK. Jusqu'à 30 ans, on produit des hormones de croissance et les hormones de croissance facilitent l'élimination du cortisol. Mais à partir de l'âge de 30 ans, on n'a plus d'hormones de croissance. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à partir de l'âge de 30 ans, on se met à prendre du poids. Et pourtant, on n'a pas changé notre alimentation, puis on ne comprend pas pourquoi. Mais oui, c'est normal, on n'a plus d'hormones de croissance, fait qu'on brûle moins vite l'énergie. Mais on élimine aussi moins vite le cortisol. Là, ça commence à s'accumuler dans le corps. C'est là où les bobos commencent à transparaître. Puis vers l'âge de 40 ans, là, on ne comprend pas pourquoi tout d'un coup on est épuisé, pourquoi on est plus irritable, pourquoi on a des éléments qui ne nous dérangeaient pas avant, puis tout d'un coup, ça nous dérange, et pourquoi il y a des blessures qui ressurgissent, puis on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi psychologiquement, il y a aussi des blessures qui ressurgissent, puis on ne comprend pas pourquoi, puis on pensait qu'on avait toujours passé par-dessus. Et c'est parce que là, à partir de 30 ans, on n'a plus d'hormones de croissance, puis on accumule les blessures, puis ça s'accumule dans le cerveau. Et quand on veut se libérer, il faut donc faire un stop. Se taire et écouter patiemment. Stop. S-T-O-P. Prendre conscience de la pensée qui me traverse l'esprit. Et là, il faut se dissocier de cette pensée-là. Parce que souvent, par exemple, quand on a deux personnes qui ont des opinions différentes et qui commencent à s'obstiner sur l'opinion pour savoir qui a raison, on est en train de s'attacher à notre opinion. On n'accepte pas que l'autre critique notre opinion, mais on ne comprend pas qu'il ne nous critique pas nous. On prend ça vraiment personnel. Voilà. On le prend en effet personnel parce qu'on s'est identifié à notre opinion, comme on s'identifie à nos pensées. Je suis comme ça, je pense comme ça. Et quand on s'observe, on prend une certaine distance, on peut voir que ce qui est critiqué, c'est la pensée. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai la même valeur. Si on prend un billet de 20 $ et qu'on le chiffonne au complet, il vaut quand même 20 $. Quand même bien que je brûlerais les coins, il vaudrait quand même 20 $. Quand même bien que je le traînerais dans le bout, il vaudrait quand même 20 $.
Alors, pourquoi, moi, je penserais que parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec mon opinion, que ça m'enlève de la valeur? Pas du tout. Pas du tout. Et l'autre chose, c'est qu'il faut prendre le temps de faire ce que l'on appelle un brouillage. Et ça, c'est une technique de PNL qui fonctionne merveilleusement bien. Ah, je suis curieux. Je te donne un exemple. Disons que tu as eu un commentaire inapproprié d'une personne. Ce que je vais te demander, c'est simplement de prendre une scène dans votre conversation. Et si votre conversation a lieu par téléphone, de te remémorer où tu étais, par exemple, au moment de cette conversation-là et au moment où tu as reçu le propos qui t'a touché. Et l'idée, c'est de prendre cette scène-là et de l'imaginer en avant de toi comme si c'était sur un écran de télé, mais un grand écran. OK. Et là, tu prends cette scène-là, qui est bien déterminée, qui est coupée, et tu la mets en noir et blanc. Et une fois que la scène est toute en noir et blanc, tu vas la flouter, faire en sorte que ça soit difficile de distinguer les gens ou les objets. Et ensuite, tu vas imaginer que tu baisses le volume, comme si tu avais un bouton que tu pouvais tourner ou que tu pouvais baisser ou une télécommande de télé que tu pouvais, qui te permettait d'activer et donc de baisser le son. Mhm. Et ensuite, tu vas imaginer que cette image-là, tu la réduis, tu la rapetisses tellement petit comme un timbre-poste, et tu fais comme si tu l'envoyais en bas à droite de ton écran. Ensuite, tu vas faire comme si en bas à gauche, tu avais l'image de ce que tu aurais voulu à la place, quelque chose de très harmonieux, quelque chose de positif. Et tu vas prendre cette image-là et tu vas l'agrandir comme si ça prenait toute la place de l'écran devant toi. Donc, ça remplace la scène. Exact. Et cette scène-là, beaucoup plus harmonieuse, dans laquelle tu te sentirais en paix, fier, respectueux, parce que c'est important, le respectueux. L'idée, on ne veut pas remplacer la scène par toi qui vas tabasser quelqu'un. Tu sais, on s'entend, on veut le remplacer par quelque chose de préférence. C'est ça. Donc, on le remplace par quelque chose de vraiment harmonieux dans lequel on est vraiment bien et zen. Et cette image-là, on la rend plus lumineuse. On accentue les couleurs. On accentue juste les sons qu'on aime. On peut même ajouter en arrière-plan une musique que l'on aime. On ajoute une odeur qui nous fait sentir bien, qui nous fait sentir relax. Et ensuite, on reprend cette image de ce que l'on veut, on la réduit tout petit jusqu'à la rendre grande comme un timbre-poste et on l'envoie en bas à gauche. On revient avec notre image de ce que l'on n'aime pas, à droite, on la réagrandit. Et cette fois, les gens qui sont dans la scène, on va leur mettre une perruque de clown. Tu sais, une bonne grosse perruque rouge, là. Ah oui, ça c'est très drôle. Et on leur ajoute un nez de clown. On leur ajoute les grands souliers de pantoufles, les gros souliers là, qui font clic, cloc, clic, cloc quand ils marchent. OK. On entend le clic, cloc. On rajoute un tutu rose, tu sais, pour être sûr que ça ait l'air ridicule, bien comme il faut, là. Et on rajoute une musique de cirque en arrière. Et on voit la scène, on entend la musique, on peut même rajouter une odeur de barbe à papa. C'est quelque chose qui fait cirque, là, qui fait festif. Là. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on voit, qu'on entend, que l'on sent, puis que l'on ressent le petit sourire qui a envie de sortir, là on reprend l'image, on la réduit tout petit jusqu'à devenir grande comme un timbre-poste et on la retourne en bas à droite. On reprend l'image de ce que l'on veut à la place, on la réagrandit plein écran. Et on amplifie encore les couleurs, on amplifie encore la lumière, on rajoute encore plus d'odeurs extraordinaires, on met le volume exactement comme on veut, on peut rajouter des rires, on peut rajouter un son comme du scintillement, comme s'il y avait de la magie. On rajoute le plus d'éléments qui nous permettent d'améliorer la scène. On a besoin de rajouter une plante, on en rajoute une. On a besoin de voir une nappe sur la table, on rajoute la nappe. On aurait besoin que quelqu'un d'autre soit dans la scène, on le rajoute. Et une fois qu'on ressent bien, on voit, on entend, on sent et on ressent physiquement, à ce moment-là, on réduit la scène en tout petit, timbre-poste en bas à gauche, on reprend encore celle à droite, on peut encore une fois remettre la perruque de clown, on peut remettre ça en gris, on peut la zébrer, la flouter, et on la réduit encore, et on remet à nouveau la scène que l'on aimait. Et on finit avec la scène que l'on aime, et on la vit. L'idée, c'est de vraiment la vivre. C'est pas juste de la voir en image, c'est de la vivre avec les 5 sens. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'odeur, parce que je t'ai dit dans une chronique précédente que l'odorat est le seul sens connecté directement à l'inconscient.
Donc, on prend une odeur que l'on aime tout particulièrement, une musique que l'on aime tout particulièrement, qui nous fait danser juste à y penser, là. Et on se force à sourire parce que le corps, quand il se met à sourire, le cerveau, au bout de quelques minutes, il dit « Hey, on sourit, nous! Mon Dieu, on n'était pas au courant, il faudrait être de bonne humeur. On produit les hormones et les neurotransmetteurs de bonheur. » Le Et switch se fait. exact. Et on fait exprès de respirer à plein poumon et on vit ça pendant 1, 2, 3 minutes. Ben là, c'est tout un exercice. Ça, c'est vraiment grandiose, mais ça sert à quoi? Est-ce que c'est ça qu'on appelle une déprogrammation? Oui, parce que ça nous fait faire une dissociation. On se dissocie de la scène difficile et ça nous permet de réduire, voire anéantir la charge émotionnelle liée aux souvenirs. Et après ça, vous allez penser aux souvenirs puis vous allez le trouver ridicule. Il ne vous dérangera plus pantoute. Mais là, peut-être que certains auditeurs vont dire, Annabelle, oui, OK, j'ai imaginé ça, et puis je me sens mieux, mais ça ne change pas la réalité, mettons, du conflit qu'on n'a pas aimé. Ouais. Est-ce que là encore, j'ai le réflexe du cerveau qui veut toujours ressasser le négatif? Et ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est le mot réalité. Parce que ce n'est pas tout à fait la réalité. Rappelons-nous la comparaison de la grotte. Hein? On a eu un bon philosophe qui nous avait dit, imaginez que vous êtes dans la grotte, il y a quelqu'un qui est dehors, et quand il vient pour rentrer, vous voyez juste l'ombre sur le mur de la grotte et vous pensez que c'est un géant qui s'en vient vous attaquer. Parce que, évidemment, l'angle fait en sorte que l'ombre est immense. En fait, on ne vit pas la réalité. Jamais. On vit l'interprétation de notre réalité. Et c'est pour ça qu'une de nos chroniques, probablement la prochaine, on va la faire sur la communication non violente et notre perception de la réalité. Parce que quand j'ai un conflit avec quelqu'un, en fait, mes blessures sont activées et j'interprète le comportement et les paroles de l'autre en fonction de mes blessures. Et mes blessures agissent comme un filtre et m'empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. L'autre personne fait exactement la même erreur. Ses propres blessures se sont activées et elle interprète aussi la situation en fonction de ses blessures. Et quand on se met à décortiquer une situation, là, on a beaucoup de surprises sur comment on a interprété les choses et comment on a prêté des intentions à l'autre personne qui n'ont rien à voir avec la réalité. Moi, quand je fais de la gestion de conflits dans une entreprise, je prends l'employé numéro 1, l'employé numéro 2, et ils n'ont pas du tout la même version du même événement. C'est vrai, ça. C'est hallucinant et notre cerveau nous joue des tours à notre insu. À chaque fois qu'on raconte un événement, le cerveau en oublie des morceaux, mais comme il ne veut pas avoir l'air fou, ben il comble les vides. Fait qu'il invente des morceaux, mais il ne nous le dit pas qu'il a inventé des morceaux. Fait que nous, on pense qu'on est en train de raconter vraiment ce qui est arrivé. Il y a une étude qui a été faite lors des événements du 11 septembre. Dans les 30 jours qui ont suivi, on a interviewé des centaines de gens avec des vidéos, puis dans certains cas, ça a été fait par écrit, pour leur demander comment ils avaient vécu cette journée-là du 11 septembre. Et on les a suivis sur plusieurs années. Et 15 ans plus tard, on a revu les mêmes gens et on leur a redemandé de raconter comment ils avaient vécu la journée du 11 septembre. Et là, on a eu toute une surprise. Parce que Roger, qui racontait qu'il était en train de nettoyer son barbecue avec Georges chez lui, dans sa première version, dans sa deuxième version, il est rendu au centre d'achat avec sa femme. Comment ça? Mais il est convaincu que la deuxième fois, il raconte vraiment ce qui s'est passé. Hein? Parce que entre les deux, ben, le souvenir s'est modifié, puis sa femme peut y avoir dit « Non, non, on était en train de magasiner quand on l'a su, je m'en souviens. » Puis là, elle doit avoir raison, elle a toujours raison. Mais finalement, c'est pas ça pantoute. C'est ce que l'on appelle des faux souvenirs. Et il y a une dame qui s'appelle Elisabeth Loftus qui a fait beaucoup de recherches là-dessus parce que quand elle était adolescente, sa mère s'est suicidée. C'est pas elle qui l'a trouvée, mais sa mère s'est pendue dans la salle de bain. Et plusieurs années plus tard, il y a quelqu'un dans la famille qui lui dit « Non, non, c'est toi qui l'as trouvée, ta mère. Je m'en souviens, tu étais tout à l'envers après. »
Et là, Elisabeth Loftus, elle dit, mon Dieu, je me souviens pas de ça. Puis elle était étudiante en psycho. Fait qu'elle se dit, mon Dieu, j'ai vraiment dû modifier mon souvenir. Comment j'ai pu faire ça? Fait qu'elle creuse dans son esprit pour essayer de trouver comment elle a pu occulter un souvenir aussi énorme que ça. Oui. Et graduellement, le souvenir commence à revenir. Puis là, elle commence à se souvenir de, finalement, oui, elle se souvient qu'elle a ouvert la porte de la salle de bain, sa mère était là, il a fallu qu'elle la décroche. Puis là, il y a plein de souvenirs qui remontent et avec les souvenirs, plein d'émotions négatives. Et là, à un moment donné, elle en parle à une de ses tantes, puis sa tante a dit non, t'étais pas là, c'est pas toi qui l'as trouvé, c'est ta mère, c'est moi. Puis elle dit, si tu me crois pas, lis le rapport de police. Elle dit, c'est moi qui a fait venir la police, t'étais à l'école. Fait qu'elle fait venir le rapport de police. Et en effet, elle n'était pas du tout sur les lieux. Mais à force de vouloir chercher dans son inconscient, le cerveau répond à la demande et il crée un faux souvenir. Wow. Et ça, on fait ça très souvent. Je parle d'Elisabeth Loftus, mais il y a eu plusieurs recherches qui ont été faites dans énormément de pays. C'est fascinant à lire, mais c'est en même temps un peu paniquant parce que ça veut dire qu'il faut remettre en question tous nos souvenirs. Oui, puis il y a beaucoup de menteurs aussi qui se croient tellement qui finissent par être certains de ce qu'ils disent. Et ça, c'est très inquiétant. Et c'est pour ça que dans les relations toxiques, le pervers narcissique va nous faire douter de nos souvenirs et on va finir par croire ce qu'il nous dit parce que notre cerveau va finir par obéir. Il y a un blanc, il y a un trou, il y a un doute, il s'en souvient pas et le cerveau, c'est comme l'univers, ça a horreur du vide, ça veut combler le vide et comme il n'y arrive pas, ben, il va inventer en fonction de ce que l'autre nous raconte. Aïe, aïe, aïe. Annabelle Boyer, une chance que tu es là pour nous aider à accéder à notre inconscient, pour le reprogrammer. Parce que c'est fascinant comment le cerveau fonctionne et on en découvre à chaque semaine. Si les gens veulent en savoir plus sur le fonctionnement du cerveau humain, comment se libérer de notre passé et accéder à notre puissance, il y a ce merveilleux livre « Libérez-vous de votre passé et accédez à votre puissance » aux éditions Béliveau qui est disponible. On peut également te consulter via ton site internet annabelle-boyer.com. Tu es aussi sur Facebook et même sur TikTok avec des vidéos instructives fort intéressant. C'est toujours un bonheur de discuter avec toi, Annabelle. Si vous avez manqué une ou l'autre des chroniques, sachez qu'elles sont disponibles dans la section podcast de notre site unicité.ca. On se retrouve une prochaine. Je vais prendre un congé lundi prochain, mais on se retrouve l'autre lundi d'après avec un autre sujet fort pertinent pour décoder les secrets du cerveau humain. Je te souhaite une très belle semaine, Annabelle. Merci beaucoup à toi aussi. Merci.